Merci. Je passe la parole à Madame Dubié pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Mesdames les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. La montagne constitue un espace singulier, riche de sa diversité et de ses habitants, qui ont dû s'adapter à la géographie et au climat parfois rude, dont les coutumes, les cultures et les imaginaires sont un élément essentiel de notre patrimoine national. Il a fallu toute la détermination des élus de la montagne pour que cet espace montagnard, souvent considéré à la marge, bénéficie d'une reconnaissance progressive. Plus de 30 ans après la première loi montagne adoptée dans cet hémicycle, nous sommes réunis aujourd'hui pour l'ultime étape de la loi Montagne 2. Ce texte n'a pas surgi du néant. Il doit beaucoup au rapport, puis aux travaux de nos deux rapporteurs, Annie Genevard et Bernadette Laclais, ainsi qu'à Béatrice Santé. Qu'il me soit permis, au nom du groupe RRDP, de les féliciter chaleureusement pour leur travail remarquable. Merci aussi à Frédérique Massat, notre présidente de la Commission des affaires économiques, qui a dirigé nos travaux avec beaucoup de dextérité et d'efficacité. Il doit aussi beaucoup à l'ensemble des élus de la montagne qui, sous la houlette de l'ANEM et en premier lieu de sa secrétaire générale, puis présidente Marie-Noëlle Battistel, et de son ancien président Laurent Wauquiez, qui ont réussi à maintenir la nécessaire solidarité en dépassant les clivages partisans pour trouver des compromis et un équilibre pourtant dans une période peu propice. Je veux leur dire toute ma reconnaissance et leur adresser mes plus sincères remerciements. Enfin, je tiens également à remercier très chaleureusement Monsieur le ministre Jean-Michel Bailly, qui, dès sa nomination, a décidé de porter ce projet de loi ambitieux. Je le remercie pour sa détermination sans faille, mais aussi pour son habileté, son sens du compromis, assis sur un dialogue permanent. En effet, l'accord trouvé en commission mixte paritaire il y a 2 jours n'était pas acquis. Il restait des points de divergence entre les deux chambres. Le travail de conciliation a abouti. Il nous permet de nous retrouver ensemble dans un état d'esprit constructif pour adopter dans des délais records et dans une quasi-unanimité une loi qui fera date et améliorera concrètement la vie quotidienne des montagnards. Le projet de loi initial, rédigé avec une méthode privilégiant la concertation et le pragmatisme, était volontariste. Il a été enrichi tout au long des débats parlementaires, à l'Assemblée comme au Sénat, par l'adoption de nombreux amendements provenant de toutes les familles politiques et dont certains sont très significatifs. Au début du texte, la notion d'autodéveloppement et celle d'aménité positive ont été ajoutées. C'est un changement de paradigme par rapport à la loi de 85. Il s'agit de ne plus considérer la montagne seulement comme territoire avec des handicaps, mais en reconnaissant les capacités contributives de la montagne à la richesse matérielle et immatérielle de la nation. Le débat a permis d'insérer le développement d'un tourisme orienté sur la mise en valeur des richesses patrimoniales, la mise en place de soutiens spécifiques aux zones de montagne permettant une compensation économique des handicaps naturels, l'appui à la transition numérique. Sur ce sujet, le dialogue avec les opérateurs doit se traduire par des mesures concrètes, à défaut des tentatives parlementaires obligeant les opérateurs à agir sous contrainte reviendront inévitablement. Un amendement du groupe RRDP a permis l'adoption d'article 3 bis A, conservé en CMP, qui intègre dans la loi que la DGF prend en compte les surcoûts spécifiques induits par des conditions climatiques et géophysiques particulières en montagne et les services notamment écologiques et environnementaux qu'elle produit au profit de la collectivité nationale. Sur le volet agricole, le texte contient des mesures importantes favorisant l'agriculture de montagne. Je pense notamment au pastoralisme, à la lutte contre les prédations ainsi qu'aux politiques de stockage de l'eau. En matière d'offres scolaires, l'identification des écoles permettant l'application de modalités spécifiques d'organisation en termes de seuil d'ouverture et de fermeture de classe, d'allocation de moyens sont des avancées majeures.
Sur le volet santé, le texte initial a également été amélioré par de nombreux amendements qui favorisent la proximité des soins, l'adaptation des projets régionaux de santé et des schémas interrégionaux d'organisation de soins. Des avancées significatives ont été obtenues sur des sujets qui tiennent à cœur à mon collègue et ami Joël Giraud pour les travailleurs saisonniers, les stations de ski gérées en régie et sur la possibilité de dérogation à la loi NOTRe pour les offices de tourisme. Au final, le texte du projet de loi adopté en CMP respecte les grandes lignes et les grands équilibres défendus par les élus de la montagne. Comme tout compromis, il ne peut nécessairement satisfaire pleinement tout le monde, et je pense notamment aux UTN, mais c'est un compromis solide et efficace qui convient globalement à la quasi-unanimité des parlementaires, une prouesse remarquable à l'approche des chances électorales importantes. Convaincu que le texte contient beaucoup de dispositions qui vont profondément relancer la politique de la montagne et apporter des réponses concrètes aux préoccupations des femmes et des hommes qui font vivre ces territoires, les députés du groupe RRDP voteront avec enthousiasme ce projet de loi qui nous a rassemblés et qui nous ressemble. Et je terminerai par un petit clin d'œil de la Pyrénéenne que je suis aux collègues savoyards en citant Nicolas Elmbacher, parapentiste savoyard, qui dit « La montagne offre le décor, à nous d'inventer l'histoire qui va avec. » C'est ce que nous avons contribué à faire. Je vous remercie. Merci,